La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux en sont transformés. Cette observation de Carl Jung n'est pas qu'un simple sentiment poétique, c'est une description précise de la volatilité et du danger inhérent à la connexion humaine. Nous traversons la vie comme des éléments instables, composés de blessures non cicatrisées, de traumas hérités et de potentiels latents, attendant le catalyseur qui nous stabilisera ou nous fera voler en éclats. La plupart des unions humaines ne sont pas une rencontre d'âmes, mais une collision de besoins inconscients. Un mélange chaotique où deux éléments volatiles s'assemblent et explosent, brisant le récipient qui les contient. Nous avons été conditionnés par des siècles de littérature romantique et des décennies de médias à rechercher cette explosion et à l'appeler passion. On nous a appris à chercher un partenaire qui nous complète, comme si nous étions des pièces de puzzle au bord manquant, inachevés et insuffisants par nous-mêmes. Mais il existe un autre type de rencontre, une rencontre profonde, qui ne se produit que lorsque deux individus ont entrepris le magnum opus, le grand travail interne consistant à devenir entier par soi-même. Ce n'est pas l'accrochage frénétique de deux personnes qui se noient, c'est la reconnaissance silencieuse et puissante entre deux maîtres de leur propre demeure. Pour comprendre la rareté et l'ampleur de ce niveau de connexion, nous devons d'abord regarder avec une honnêteté brutale où réside la majeure partie de l'humanité. La vaste majorité des relations sont dictées par ce que la psychologie des profondeurs appelle la projection. C'est un mécanisme aussi vieux que l'esprit humain lui-même, une stratégie de survie de l'ego devenue prison. Imaginez que vous êtes assis dans une salle de cinéma obscure. Vous regardez un héros sauver la mise, ou un amant faire un grand geste. Vous sentez les émotions monter en vous. Vous pleurez, vous applaudissez, votre cœur s'emballe. Mais vous regardez un écran blanc. L'image n'est pas sur l'écran. Elle provient d'un projecteur derrière vous. C'est exactement ainsi que l'esprit non éveillé tombe amoureux. Nous ne voyons pas la personne debout devant nous. Nous voyons un film projeté depuis les profondeurs de notre propre inconscient. Nous projetons notre propre potentiel non vécu, notre propre or caché, ou nos désirs refoulés sur un étranger. Nous disons « Tu es mon tout », ce qui est l'aveu terrifiant que nous ne sommes rien sans l'autre. Cet état amoureux est souvent une forme de folie socialement acceptée, une psychose temporaire où nous abandonnons notre centre de gravité à un autre être humain. Nous lui remettons le scénario de notre vie et exigeons qu'il joue le rôle du sauveur, de la mère parfaite, du père protecteur ou de la muse mystique. La libido, cette énergie psychique vitale, s'écoule de nous et s'accroche à l'objet de notre affection. Pendant un temps, l'autre peut essayer de porter ce fardeau. Il peut porter le costume que nous avons cousu pour lui. Mais finit par arriver le moment où le film se termine. Les lumières s'allument, le projecteur surchauffe, et soudain, nous nous retrouvons face à un être humain imparfait et ordinaire qui ne peut absolument pas porter le poids de notre âme. C'est le moment où la plupart des relations s'effondrent dans le ressentiment et l'amertume. Nous blâmons l'écran de ne pas être le film. Nous blâmons notre partenaire de ne pas être le dieu ou la déesse que nous avons inventé. Nous nous sentons trahis, sans réaliser que nous ne nous sommes trahis que nous-mêmes, en refusant d'assumer nos propres richesses intérieures. Mais lorsqu'une personne a parcouru le chemin de l'individuation, lorsqu'elle a retiré ses projections et trouvé la source de la lumière en elle-même, toute la dynamique bascule. C'est le passage d'une relation de manque à une relation de plénitude. Une personne individuée ne cherche pas un partenaire pour la réparer, car elle sait qu'elle n'est pas brisée. Elle ne cherche pas un partenaire pour combler un vide, car elle est descendue dans ses propres profondeurs et a découvert que le vide est en réalité une source jaillissante. Lorsque deux personnes de cette trempe se rencontrent, l'agrippement désespéré qui caractérise la romance ordinaire est totalement absent. Il n'y a pas de « j'ai besoin de toi pour survivre ». Il y a seulement « je te vois et je choisis de marcher à tes côtés ». C'est le retrait du besoin psychique et c'est le fondement de la véritable liberté. C'est la transition de l'amour du pouvoir, qui cherche à contrôler et posséder, au pouvoir de l'amour, qui cherche à libérer. Dans cet espace de liberté, les chaînes archaïques qui lient la plupart des couples se dissolvent. L'une des chaînes les plus lourdes et les plus invisibles que nous portons est le désir inconscient d'épouser nos parents. Cela peut paraître dérangeant,
Mais la psyché est profondément conservatrice. Elle cherche à guérir d'anciennes blessures, en recréant l'environnement dans lequel elles se sont produites. Nous sommes attirés, avec une précision magnétique, vers des partenaires qui portent les traits négatifs ou positifs de nos premières figures d'attachement. Un homme cherchant une mère pour l'apaiser, ou une femme cherchant un père pour la valider, crée une dynamique de dépendance qui étouffe l'esprit. Cela transforme la chambre à coucher en une nurserie. Il n'y a pas de tension érotique dans une nurserie, seulement de la sécurité et des exigences. La relation éveillée sort de cette ombre infantile, parce que les deux partenaires ont appris à être leurs propres parents, à apaiser leur propre enfant intérieur et à valider leurs propres valeurs. Ils libèrent l'autre de la tâche impossible d'être un tuteur de substitution. Pensez au soulagement qui inonde une relation lorsque vous n'exigez plus que votre partenaire soit votre bouclier contre le monde. Vous lui permettez d'être humain. Vous lui permettez d'être faible sans paniquer pour votre propre sécurité. Vous lui permettez d'être fort sans vous sentir diminué. C'est la métaphore de deux grands arbres poussant côte à côte. Dans une relation dépendante, les arbres s'appuient si lourdement l'un sur l'autre que leurs racines s'appauvrissent. Ils s'en mêlent, bloquant la lumière du soleil. Si l'un tombe, l'autre s'effondre. Mais dans une union consciente, les arbres se tiennent droits et fiers. Leurs racines s'enfoncent profondément dans leur propre lopin de terre, s'abreuvant à leur propre source d'eau souterraine. Leurs branches peuvent s'entrelacer dans le ciel, dansant ensemble dans le vent, créant une canopée partagée, mais leurs troncs sont distincts. Ils n'ont pas besoin de l'autre pour tenir debout. Ils choisissent de se tenir ensemble. C'est la dignité de l'âme. Cette indépendance crée un manque de drame terrifiant pour ceux qui sont accros au tumulte émotionnel. Nous confondons souvent les montagnes russes des hauts et des bas avec la profondeur. Nous pensons que si nous ne nous battons pas, c'est que nous n'aimons pas. Mais ce drame n'est généralement que le débat de l'ombre non intégrée. L'ombre contient toutes les parties de nous-mêmes que nous nions. Notre agressivité, notre égoïsme, notre jalousie, notre mesquinerie. Dans une relation inconsciente, lorsque ces traits sombres remontent à la surface, nous les projetons immédiatement sur notre partenaire. Nous crions « Tu es autoritaire », alors que c'est nous qui nous sentons hors de contrôle. Nous les accusons de trahison parce que nous avons trahi notre propre vérité. C'est une guerre d'ego, une bataille constante pour prouver qui a raison et qui est la victime. C'est une attrition épuisante qui laisse les deux parties vidées. Lorsque deux personnes ont affronté leur propre ombre, la guerre prend fin. Les armes sont déposées. Cela ne signifie pas que la colère ne surgit jamais ou que le conflit disparaît. Mais la nature du conflit est transformée. Lorsqu'une personne éveillée ressent une bouffée de jalousie, elle n'attaque pas immédiatement son partenaire, elle s'arrête. Elle regarde à l'intérieur. Elle reconnaît que la jalousie est un signal de sa propre psyché, un complexe qui a été activé, peut-être le vestige d'une vieille peur de l'abandon qui n'a rien à voir avec la personne devant elle. Elle assume ses propres monstres. Au lieu d'un champ de bataille, la relation devient un laboratoire. « Je ressens de la colère », dira-t-elle, et non « tu m'as mis en colère ». Ce changement de langage est subtil, mais il change tout. Il supprime le blâme. Il invite le partenaire à être témoin du processus, plutôt qu'à être la cible de l'explosion. Il transforme le conflit en un mécanisme de conscience. En retirant la projection de l'ombre, nous nettoyons également le miroir pour voir la lumière. C'est le vrai sens de la reconnaissance. Dans les anciens textes alchimiques, c'est la première étape du Mysterium Coniunctionis. Il existe un concept consistant à voir la face de Dieu dans l'être aimé. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une réalité psychologique. Lorsque les débris de nos propres besoins et peurs sont déblayés, nous sommes capables de percevoir le mystère essentiel de l'autre personne. Nous ne les voyons pas comme une collection d'habitudes ou un rôle qu'ils jouent dans notre vie, mais comme un univers souverain, aussi vaste et complexe que nous. Cette reconnaissance amène une transparence radicale. Les masques sociaux que nous portons, la persona, sont laissés à la porte. Nous passons une si grande partie de notre vie à porter ces masques, à prétendre être compétents, gentils ou forts. Nous scénarisons notre vie pour la consommation publique. C'est épuisant. Rentrer chez soi auprès d'un partenaire qui voit derrière le masque est le repos le plus profond qu'un être humain puisse connaître. C'est la permission d'être nu, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Vous pouvez partager vos pensées étranges, vos rêves terrifiants,
vos visions les plus grandioses, en sachant qu'ils seront reçus non par le jugement, mais par la curiosité. Cela crée une qualité de communication presque télépathique. C'est un flux de vérité entre deux centres de conscience. Il n'y a nul besoin de manipuler, car il n'y a rien à cacher. Il n'y a nul besoin de mentir, car la vérité n'est pas une menace. La relation devient un sanctuaire où l'âme peut se déployer. Cette profondeur de connexion ouvre la porte au côté ludique de la psyché, l'énergie du fripon, trickster, qui nous empêche de nous prendre trop au sérieux. L'humour devient un outil sacré dans la relation éveillée. Il dégonfle l'inflation de l'ego. Quand un partenaire commence à se montrer hautain, l'autre peut doucement piquer le ballon avec une blague. Et au lieu de s'offenser, ils rient ensemble. Ils rient de l'absurdité de la condition humaine. Ils rient de la plaisanterie cosmique d'être des esprits infinis piégés dans des corps animaux déclinants. Ce rire est le son de la perspective. C'est la réalisation que, bien que le jeu de la vie soit sérieux, il reste un jeu. Cela empêche l'ego spirituel de prendre le dessus, gardant les partenaires ancrés dans l'humus, la terre de leur humanité. Et dans les espaces entre le rire et les mots, il y a le silence. Dans la plupart des relations, le silence est une source d'anxiété. C'est le vide que nous essayons frénétiquement de combler par des bavardages, car nous avons peur de ce qui pourrait remonter si le bruit s'arrêtait. Nous craignons que le silence signifie la distance, l'ennui ou un manque de connexion. Nous projetons notre insécurité dans le calme. Mais pour le couple individué, le silence est un vase partagé. C'est une substance alchimique en soi. Ils peuvent s'asseoir dans la même pièce pendant des heures, lire, réfléchir ou simplement regarder par la fenêtre et se sentir totalement connectés. Ils reposent dans l'unus mundus, le monde unique où toute conscience est reliée. C'est une solitude partagée, une façon d'être seul ensemble qui recharge la batterie de l'âme plutôt que de la vider. C'est la reconnaissance que les mots sont souvent inadéquats pour exprimer la densité de l'existence. Cette aisance s'étend au domaine physique. L'union des corps devient un reflet de l'union des psychés. Elle dépasse la simple pulsion biologique ou le besoin de validation. Dans l'amour névrotique, le sexe est souvent une monnaie d'échange, un moyen d'acheter de l'affection ou d'apaiser l'anxiété. Il s'agit de conquérir l'autre ou d'utiliser son corps pour masturber son propre ego. Mais dans la relation consciente, c'est un rituel. C'est le conjunctio, le mariage sacré des opposés, où les principes masculins et féminins dansent et fusionnent. Dans cet espace, il n'y a pas d'anxiété de performance, car il n'y a pas de public. Il n'y a que l'exploration du mystère de l'incarnation. C'est une façon d'honorer le vaisseau qui nous porte, une célébration du fait que nous pouvons toucher et être touchés. C'est l'esprit appelant l'esprit à travers le médium de la chair. Mais tout comme il y a union, il doit y avoir séparation. La relation éveillée honore le rythme de la vie, l'inspiration et l'expiration. La psyché a une marée naturelle. Parfois, elle a besoin de se retirer, de se replier dans l'introversion, de chercher son propre conseil. Dans une relation craintive, ce retrait est interprété comme un abandon. Le partenaire panique, poursuivant celui qui s'éloigne, ce qui ne fait que le pousser à reculer davantage. Cela devient un jeu du chat et de la souris, un cycle de poursuite et de retrait qui érode la confiance. Mais le partenaire sage comprend la nécessité de la distance. Il sait que l'autre doit aller dans sa propre grotte pour rapporter les trésors qui pourront être partagés plus tard. Ils respectent la porte fermée. Ils comprennent que la distance crée la tension nécessaire à l'attraction. Si vous êtes toujours fusionnés, il n'y a plus de polarité. L'étincelle meurt. En prenant du recul, en s'engageant dans leur propre passion, leur propre travail, leurs propres amitiés, ils redeviennent distincts. Ils aiguisent les contours de leur individualité. Et lorsqu'ils reviennent l'un vers l'autre, c'est une nouvelle rencontre. Ils ont de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles idées à partager. Ils apportent une énergie fraîche à la dynamique. Cette acceptation du flux et du reflux empêche la relation de stagner. Elle lui permet de respirer. Elle reconnaît que nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des processus de changement constant. Nous sommes des rivières, pas des étangs. Cette perspective modifie la gestion des conflits. Lorsque deux mondes distincts et puissants entrent en collision, il y a friction. C'est de la physique, mais dans ce contexte, le conflit n'est pas un signe d'échec.
c'est le moteur de la synthèse. C'est la chaleur qui permet aux métaux de fondre et de fusionner en un alliage plus solide. Le but d'une dispute n'est pas que l'ego gagne. Le but est d'atteindre un nouveau niveau de compréhension qui inclut les deux points de vue. Ils privilégient la vérité de la relation sur la victoire de l'individu. Ils sont prêts à dire « j'avais tort » ou « je vois les choses différemment maintenant », car leur estime de soi n'est pas liée au fait d'avoir raison. Elle est liée au fait d'être vrai. Ils comprennent que la tension des opposés est la condition préalable à la naissance de quelque chose de nouveau. Une troisième chose, qui est la relation elle-même. De cette réalité ancrée jaillit une profonde générosité. Ce n'est pas le don transactionnel qui imprègne notre société. La mentalité du « j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois ça », c'est du commerce, pas de l'amour. C'est un registre de dettes et de crédits tenu par un ego vigilant. La véritable générosité découle d'un surplus d'abondance intérieure. L'âme éveillée donne parce que c'est sa nature de donner, tout comme le soleil brille non pour obtenir quelque chose en retour de la terre, mais parce qu'il est une boule de feu. Ils soutiennent la croissance du partenaire même lorsque c'est inconfortable. Ils célèbrent le succès de l'autre même s'il l'éloigne de la relation. Ils veulent que l'autre soit pleinement lui-même, même si cette plénitude menace le statu quo. Ils réalisent que l'amour ne consiste pas à posséder, mais à apprécier. Cela nous mène à la leçon la plus difficile et la plus belle de la connexion éveillée. L'acceptation de l'impermanence, l'amour du destin, ou amor fati. Nous sommes culturellement programmés pour croire qu'une relation réussie est celle qui dure jusqu'à la mort. Nous nous accrochons à l'idée du « pour toujours » comme à un talisman contre la terreur de la perte. Nous essayons d'enfermer l'amour dans une cage de vœux et de contrats légaux, espérant figer le temps. Mais la vie est une rivière, pas un bloc de glace. Le couple éveillé comprend que la forme de la relation peut changer. Les gens grandissent à des rythmes différents. Parfois, les chemins divergent. L'âme a sa propre trajectoire, qui ne s'aligne pas toujours avec le confort de la personnalité. Il y a un abandon profond et courageux dans l'acceptation de cette possibilité. C'est la compréhension que vous ne pouvez pas posséder un autre être humain, pas plus que vous ne pouvez posséder le vent. En lâchant prise sur cette emprise désespérée, vous créez en réalité les conditions pour que la relation perdure. Vous vous choisissez l'un l'autre chaque jour, non parce que vous êtes enfermés, mais parce que vous voulez être là. Et si vient le temps où les chemins se séparent, cela se fait avec gratitude plutôt qu'avec amertume. Il y a la reconnaissance que le but de l'union était de servir le voyage de l'âme. Et si ce but a été rempli, alors la fin n'est pas un échec. C'est un accomplissement. C'est la clôture d'un chapitre, pas le brûlage du livre. Pourtant, paradoxalement, ce manque d'attachement rend souvent le lien indestructible. Lorsque vous êtes la personne qui soutient la liberté de votre partenaire par-dessus tout, vous devenez le havre le plus sûr au monde. Pourquoi voudrait-on quitter le seul endroit où l'on est vraiment libre? Cela crée un champ de résonance, un téménos ou espace sacré, qui amplifie la conscience des deux personnes. C'est comme deux diapasons. Quand l'un est frappé et vibre d'un ton pur, l'autre commence à vibrer en sympathie. Si un partenaire est en difficulté, la présence stable de l'autre peut le ramener au centre sans qu'un mot ne soit prononcé. Ils agissent comme des ancres l'un pour l'autre dans le chaos du monde moderne. Ils deviennent une boucle de rétroaction de positivité et de croissance. Cet effet d'amplification se déverse dans les détails banals de la vie. Nous avons tendance à penser que l'éveil spirituel est quelque chose qui arrive sur les sommets des montagnes ou dans des salles de méditation, loin du quotidien. Mais le vrai test se passe dans la cuisine, un mardi soir. C'est dans la façon dont vous gérez les embouteillages, les factures impayées, l'enfant malade. La relation éveillée infuse ces moments ordinaires du lumineux, du sens du sacré. La phrase zen, couper du bois, porter de l'eau, vient à l'esprit. Avant l'éveil, c'est juste une corvée. Après l'éveil, c'est la danse de l'univers. Faire la vaisselle ensemble devient une méditation. Promener le chien devient un pèlerinage. L'ordinaire se révèle extraordinaire lorsqu'il est vu à travers le prisme de la présence. Il réalise que la destination n'est pas un moment futur de retraite ou de vacances. La destination est ce moment, ici et maintenant. Il cesse d'attendre que la relation s'améliore ou que les circonstances changent. Ils trouvent l'or dans la poussière du quotidien. Ils observent leurs propres émotions à mesure qu'elles surgissent. La frustration,
la fatigue, la joie. Et ils les laissent passer comme des fronts météorologiques traversant un vaste ciel. Ils sont le ciel, pas la météo. Ce détachement leur permet de naviguer dans les tempêtes de la vie sans chavirer. Ils peuvent maintenir la tension des opposés, le chagrin et la joie, la peur et l'amour, sans se scinder. Ils deviennent les alchimistes du banal, transmutant le plomb de l'obligation quotidienne en l'or d'une vie consciente. De plus, ce type de relation agit comme une force stabilisatrice pour la communauté qui les entoure. Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, la présence d'un couple conscient est un phare. Ils n'ont pas besoin de prêcher ou d'enseigner. Leur être même irradie une fréquence d'intégration. Les amis et la famille se sentent plus calmes en leur présence. Les disputes se règlent plus facilement. Le champ de conscience qu'ils génèrent affecte tous ceux qu'ils touchent. C'est un rappel que la paix est possible, que la compréhension est accessible. Ils deviennent la preuve vivante que la division entre soi et l'autre peut être surmontée. En fin de compte, le voyage de ces deux âmes mène à une réalisation qui dépasse la relation elle-même. Ils en viennent à voir que l'amour qu'ils ressentent n'est pas quelque chose qu'ils ont généré. Ce n'est pas une réaction chimique dans le cerveau ou un sentiment romantique. C'est le tissu fondamental de la réalité. Ils ne sont pas deux êtres séparés essayant de combler un fossé. Ils sont l'univers faisant l'expérience de lui-même à partir de deux points de vue différents. L'illusion de la séparation, le grand mensonge de l'ego qui dit « je suis ici et tu es là » commence à se dissoudre. Les frontières du soi s'élargissent pour inclure l'autre, et finalement, pour inclure le tout. C'est le secret du hieros gamos, le mariage sacré. Ce n'est pas seulement l'union d'un homme et d'une femme, ou de deux partenaires. C'est l'union du conscient et de l'inconscient, du fini et de l'infini. Le partenaire devient le portail par lequel nous entrons dans l'unité de toutes choses. Nous regardons dans ses yeux et nous voyons l'histoire des étoiles. Nous tenons sa main et nous tenons la main de l'humanité. La relation devient un service à la vie elle-même. Elle irradie une puissance tranquille qui affecte tout l'entourage. On peut le sentir en présence d'un tel couple. Il n'y a pas d'agrippement désespéré, pas d'affection démonstrative. Il y a juste une paix solide et vibrante. Ils sont passés de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. Ils ont transformé le plomb de leur trauma et de leur conditionnement en l'or de la conscience. Et ce faisant, ils ont prouvé que si la collision des esprits inconscients peut détruire le récipient, la rencontre des âmes éveillées crée un vaisseau capable de contenir l'infini. C'est un rappel pour nous tous que le travail que nous faisons dans l'ombre, l'excavation douloureuse de nos propres ombres, est la préparation nécessaire pour la lumière que nous espérons un jour partager. Nous ne trouvons pas le partenaire parfait pour devenir entier. Nous devenons entiers pour rencontrer le partenaire dans la perfection. Le chemin est solitaire et escarpé, mais la vue depuis le sommet, là où deux sentiers finissent par fusionner, est la seule chose qui vaille la peine d'être gravie. C'est l'alchimie de l'âme, la transformation du métal vil de l'instinct humain en l'or purifié de l'union spirituelle. Une réaction qui ne détruit pas, mais crée un monde nouveau,